Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du Power Green Podcast. Avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier par rapport au retour sur le premier épisode. Ça fait vraiment plaisir et évidemment ça pousse à continuer. Et du coup aujourd'hui pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Alan, fraîchement champion du monde moins de 59 sub junior, deadlift goat. Voilà. Du coup, le podcast aujourd'hui, c'est vraiment un petit podcast sans prise de tête. Alan va se présenter, va nous parler un petit peu de sa carrière. Et ensuite, on répondra à quelques questions qu'on a eues sur Instagram. Donc voilà, c'est plus un petit format interview aujourd'hui. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, du coup, je m'appelle Jung Alan, je viens de Bordeaux et j'ai commencé la force il y a à peu près 2 ans et demi à 15 ans et demi. Voilà. Donc du coup, là, tu as 18 ans. Là, j'ai 18 ans. Ouais. Ok, du coup, est-ce que tu peux nous dire genre, comment tu as découvert la force athlétique? Enfin, d'abord, ta carrière sportive, est-ce que tu as fait du sport en étant petit? Comment tu as découvert le power? J'ai pas du tout été sportif, j'étais un gros geek et du coup, après, je m'étais inscrit à la salle parce que j'étais plutôt maigre. À Et, quel âge tu t'es inscrit? À 15 ans tout 15 pile. ans. Et du coup, avec mon meilleur pote, on avait vu des TikTok de Driss avec une casquette et tout, il faisait du deadlift et tout. Et du coup, on a commencé à faire du deadlift et ça a commencé à partir de là. Voilà. Ok. Et du coup, tu m'as dit que tu faisais les mêmes charges que ton pote, Ouais, alors c'est que ça. ton pote faisait le c'est double ça. de ton poids. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, quand tu as commencé le deadlift la première fois, tu as fait direct du sumo ou tu as commencé en tradi comme un peu tout le monde? J'ai commencé en tradi, je suis monté jusqu'à 150. Après, en sumo, je suis parti. En semi-sumo, j'ai eu 180. J'ai écarté vachement les pieds. J'ai pris 200. Et après, 240 direct. En vrai, tu faisais 50 kilos. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah, du coup, franchement, enfin, dès le début, hein, moi, quand j'avais commencé avec toi, t'avais déjà fait 240 Ouais, c'est ça. à Basic Fit. Donc, du coup, ça fait à peu près 2 ans que je le coach. On avait commencé en novembre ou en octobre C'est ça. 2023. Avant ma première comp. Ouais, tu avais fait ta première comp en janvier 2024 et on avait commencé en octobre ou en novembre 2023. Et donc, du coup, ouais, tu avais fait 240 à Basic Fit et sur Calibré, tu avais à peu près 2,15, 2,20. Ouais, j'avais 2,20. Ouais. Il y avait quand même un gros écart entre Calibré, puisque vu que tu es super optimisé, il y a quand même une grosse différence. Dès que tu as 1 cm de slack en plus, tu gagnes 10 kilos. Bon, pour commencer, on va faire un petit débrief du coup de ton match là au championnat du monde. Ok. Donc là, on est dimanche, ton match c'était jeudi, donc bon, c'est tout frais. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Je m'attendais pas à que mon concurrent soit vraiment aussi fort parce qu'il était nominé à 540. Il a lâché Il a fait 585,5. 5. Ouais, c'est ça. Et je m'attendais pas du tout à ça, franchement. Ouais. Donc du coup, son concurrent, pour mettre un peu dans le contexte, c'est un sub-junior, donc forcément il est jeune, Il a mais 15 c'est un ans. 2009, donc ouais, il a 15 ans. Et franchement, il a un potentiel énorme, vraiment énorme. Là où il m'a choqué, moi, c'est surtout au deadlift, parce que, comme performance, il a fait 215,5. Bon, déjà, ça, c'était fou. Il a sorti un grind de fou. Je pensais qu'il n'allait pas la réussir. Il a fait 115 au bench, mais au deadlift, il a fait 255. Et il avait posté un petit peu sur Instagram son dernier terre. 245, Non, il a fait 240, je crois. 245. Mais il n'a pas posté 245, il avait posté 240, donc moi j'avais pas vu la 245. Il te l'a montré après? Ah ouais. Ok. Et Moi, c'est vrai. Ouais, il avait fait 240, ça montait pas trop mal, mais il l'avait perdu au grip. Et du coup, il a open à 235. C'est ça. Ensuite, il a fait 242, donc jump de 7,5 entre la première et la deuxième barre. Donc je me suis dit, bon, il y a peut-être maximum 247, 250 sur la troisième barre. Et en fait, après, je vois qu'il colle 255 en troisième barre. Bon, je me dis, comme d'habitude, c'est une histoire de stratégie, il va changer de barre. Et en fait, il n'a pas changé de barre. Et il y est allé et il l'a tiré. Et du coup, franchement, 585,5 en 59 à 15 ans, c'est exceptionnel. C'est à 3 kilos du record du monde, puisque le record du monde, il était à 589. Je crois qu'il est là depuis genre 88,5, non? 588,5, ouais, t'as raison. Et du coup, le record du monde, il est là depuis 2017, je crois. Ouais. C'est un record qui date de vraiment, vraiment longtemps. Ouais, Bon, je pense que de toute façon, l'année prochaine, il va le battre Ouais. largement. c'est sûr. Et donc, du coup, ce qui t'a poussé à tirer 286 kilos, C'est qui fou, est à la fois, qui était le record du monde sub-junior, évidemment, que tu as battu dès l'opener à 262,5, toi tu as fait 263. C'était aussi le record du monde junior qui était à 275,5, il me semble. C'est ça. Et le record du monde open qui était à 276,5. Donc du coup, record du monde plus 9,5 Plus open. 9.
Et là, c'était incroyable. Hein. Ouais. Franchement, en plus, c'était vraiment le pile de call qu'il fallait. Ouais. Je pense qu'il n'y avait pas 1 kilo de plus. Si, moi je pense qu'il y avait 3 kilos de plus. 3 kilos de plus, tu penses? Ouais. Parce que du coup, il y a eu une petite discussion avec le jury parce que bon, il n'y a pas eu de redescente, mais à un moment, au moment de lock, tu as eu un petit. Enfin, tu as bloqué un petit moment. Donc, du coup, le central a mis rouge. Et il y a eu discussion avec le jury, ce qui nous a fait stresser là. Ça a été les 10 secondes les plus longues de ma vie. Et au final, c'est validé. Donc voilà, nouveau record du monde open qui malheureusement n'a tenu que 40 minutes à peu près, puisque du coup, après le junior 59, Bodji Lako l'a battu, il a fait 2,93. C'est énorme. Ouais, en plus, il avait pas mal de marge en vrai. Donc bon, le record du monde a été battu, mais il était plus fort, donc voilà, on va être fair play. Hein. Il était plus fort tout simplement. Il était plus fort. Ouais. Voilà. Du coup, voilà. Évidemment, super content. 2 fois champion du monde. L'année dernière, tu as été champion du monde en 53. Et puis cette année, 59, donc back-to-back. Ouais, c'est ça. Voilà. Ensuite, on a fait un petit peu les choses à l'envers. On a parlé de la dernière compétition. Maintenant, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on remonte du coup à l'envers, à la première compétition que tu avais fait. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu du stress? Est-ce que tu as été... Parce que, en fait, dans le contexte, sur sa première compétition qualificative pour les championnats de France, c'était la première compétition. Il y a eu déjà record du monde au total de plus 0,5 qui était à 450,5, tu as fait 451. Et record du monde de plus 20 au deadlift. Ouais. Et donc, du coup, tu as été directement projeté dans le grand bain. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as eu du stress, etc.? En vrai de vrai, pas tant. Parce que pour moi, je ne réalisais pas. Et je commençais à réaliser à partir des championnats de France. Ouais. Là où je me suis dit, ah ouais, les mondes, il y a peut-être moyen. Ouais. Et du coup, sur ta première compétition, ça a été sans stress? Ça s'est bien déroulé? Sans stress, parce que moi je voyais pas d'enjeu. Ok. Toi, c'était juste une compétition pour te qualifier? Une petite compète. Ok. Et donc, du coup, ça c'était en janvier. Et ensuite, en avril, à Villepinte, avril 2024, là, championnat de France. Ouais. Et donc, du coup, tu sors 471 de total. Ouais. Avec record de France au squat. Le record de France au bench, je ne me rappelle plus, puisque tu avais fait 88 et sur ta troisième barre à 93, tu avais été overturn parce que tu avais levé les fesses. Et record de France évidemment au deadlift et record du monde plus 34 avec 235. C'est ça. Voilà, donc total à 471 et qui te qualifie derrière pour les championnats du monde à Malte. C'est ça, et c'est record du monde au total plus 20 je crois. Ouais, parce que le record du monde il était à 450,5 et tu avais fait 471, donc ouais, plus 20,5. Et donc du coup, quelques semaines après, quelques jours après, il y a les nationaux en Australie. Et là, il y a Luc qui se qualifie avec, toi du coup tu avais fait 471 et lui il se qualifie avec 472,5. Et du coup, première rivalité de ta carrière, entre guillemets, parce que, en plus, deux profils vraiment opposés. Lui, gros squat spécialiste, toi, gros deadlift spécialiste. Gros bench aussi, hein, gros bench, mais oui, il avait un gros bench, mais là où il y a vraiment le plus de différence, c'est vraiment un squat deadlift, c'est vraiment à l'opposé. Et du coup, tu peux nous expliquer un petit peu comment tu t'es senti pendant les mondes, comment tu as abordé déjà la prépa, premièrement. Est-ce que tu as eu plus de stress que ta prépa France? C'était il y a longtemps, mais ouais, beaucoup de stress. Je commençais à perdre mes cheveux. C'était il y a un an pile aujourd'hui, puisque tu es passé le 31 août. Ouais. Oui, je me souviens, à un moment, tellement de stress qu'il a commencé à avoir un trou dans le crâne. Une petite pelade. Petite pelade à cause du stress. Ouais. Bon, peut-être qu'il y avait aussi le fait que, vu que tu étais en moins de 53, c'était compliqué de te maintenir dans la catégorie. Et donc, surtout niveau nourriture. Ouais, niveau nourriture, c'était compliqué. Et bon, du coup, on reviendra à ça un petit peu après, mais au final, tu fais quasiment le même poids que quand tu étais en 53. Là. Quand tu étais en 53, tu faisais à peu près 55-56 et là, tu fais 58. Donc au final, c'est ça. Au final, il manquait pas grand-chose pour que tu sois vraiment à 100%. C'est ça. Ouais, donc du coup, sur la prépa, comme tu le disais, du stress. Et ensuite, le jour J, comment ça s'est passé? Le jour J… Bon, déjà, au niveau du poids de corps, ça a été assez facile en vrai à gérer. Tu étais au poids 2-3 jours avant. 2-3 jours avant. Mais ouais, trop de stress. Hein. Trop de stress. Le squat, tu avais fait 2 sur 3. Ouais, au troisième, je me suis écrasé en bas parce que je pense que c'est dû au stress. Hein. Ouais. Et on en parlera un petit peu après, mais sur les compétitions, tu as très souvent des crampes à cause du stress. Très souvent au deadlift, mais est-ce que là, pour le coup, tu en avais aussi au squat? Des crampes? Ouais. Non, c'est pas ça qui t'a… Non, c'est vraiment la tension. Quand je stresse,
je drop la barre, Ouais. gros coup de tension. Ensuite, on a eu le bench et ce coup-ci, c'est moi qui ai stressé parce qu'en fait, sur son opener, donc Alan déraille tout seul et ensuite, il va venir vraiment faire une demi-rep pour se placer correctement et retendre les coudes. Et là, du coup, il fait son opener, c'est validé et là, directement, tu as les membres du jury qui vont voir le coach de l'équipe de France et qui lui disent c'est passé cette fois-ci, la prochaine fois, ça ne passera pas. Et donc là, je me dis oh là là, il va devoir changer son setup là sur le plateau des championnats du monde. Je me dis, ça va être très compliqué, sachant qu'en plus, on avait le match avec l'Australien, pardon, Ouais. et qu'on ne pouvait pas du tout se permettre de perdre le moins de kilos. Et finalement, bah, tu sors 3 sur 3. Ça passe mieux. Ouais, Genre, tu sors vraiment 3 sur 3. Tu arrives à corriger ton setup directement. Donc là, franchement, gros soulagement. Moi, j'ai vraiment eu peur. Hein. Après l'opener, je me suis dit, on va rester sur ça, ça va être compliqué. Et donc, du coup, on arrive au deadlift. Et là, il y avait Et pas donc, que- du coup, t'as combien 80 kilos de retard au subtotal, je crois. 100. Ah oui, 100, exactement, Ouais, parce c'est qu'il très fait 147,5 au deadlift, Ouais. et toi tu fais 246,5. Donc ouais, 99 kilos de retard au subtotal. Et au final, eh ben, ça passe sur un gros RPE 10, ça passe à 500 grammes près. Et donc tu remportes ton premier championnat du monde, record du monde total, record du monde total sub-junior junior, record du monde deadlift sub-junior junior. Et franchement, bah, premier titre international, premier vraiment pas dans le haut niveau. Mm. Voilà, donc ensuite, à la suite de cette compétition, on décide de monter en 59. France Open. Ouais, on décide de Exactement. monter en 59 et on décide de faire les France Open qui sont 2 mois plus tard. Nominé avec une nomination Ouais, pas du tout du coup, que j'ai fait à l'entraînement. en fait, bah, du coup, tu n'avais jamais fait de total en 59, donc déjà, il n'y a pas de total qualificatif. Et surtout, normalement, les sub-juniors n'ont pas le droit de participer au France Open. Et donc, du coup, autorisation du DTN qui t'inscrit avec un total fictif, 525. qui t'inscrit à 525 et qui nous dit moi, je te vois faire 525, c'est vraiment l'objectif. Et donc, au final, combien tu as fait 541. 41. Ouais, 541, donc au final on surpasse l'objectif. Donc monter en 59, on se retrouve, bon t'étais très limite en poids quand t'étais en 53, donc très vite tu montes à 59 kg. Et au final bah, c'est la compétition où t'as été le plus lourd jusque là, puisque bah, là t'as toujours pas repris de poids depuis les France Open. Bon, cette compétition, on y va vraiment sans. Ouais, YOLO pool, Ouais, vraiment YOLO pool, pas de prépa, pas de pression. Il y a 2 mois de préparation, donc voilà, on y va, on s'entraîne un petit peu, voilà, pour le plaisir. Un seul objectif sur cette compétition, Le terre. ouais, prendre le record de France Open au deadlift, qui est détenu à ce moment-là par Antoine Garcia à 255 kg. Donc du coup, on choisit volontairement de garder de la marge au squat pour te laisser de l'énergie au terre. Tu fais 165, C'est ça. qui est du coup un pair plus 17, puisque tu avais fait... Non, si 17, puisque tu avais fait fait 148 au France 148. Junior. Au bench, tu sors 115. 115. Et là, franchement, grosse surprise parce que, bon, déjà 115, il faut savoir que c'est le record de France sub-junior à l'époque. On ne met pas 117,5, puisque du coup, vu qu'on est au France Open, on ne peut pas mettre 115,5. Mais en mettant 117,5, je me dis, bon, c'est peut-être un petit peu risqué. Au final, elle était là à 100%. Et là, on en parlera aussi un petit peu tout à l'heure, mais on te découvre des talents de bench spécialiste. Ouais. Et du coup, on ne l'a pas précisé là pendant le débrief du match des Worlds, mais J'ai la médaille gros d'or. deadlift spécialiste qui est aussi un bench spécialiste parce qu'il prend aussi la médaille d'or au bench. Ouais. Donc ça, c'est assez curieux. Et donc du coup, on arrive sur ce fameux deadlift au France Open. Et là, c'est super drôle parce qu'au final, il y a tous les athlètes en salle de chauffe qui viennent nous voir et qui nous disent bon alors c'est aujourd'hui, genre tous les top athlètes, Antoine Garcia, Valentin, Brian, qui eux jouent le podium, jouent la victoire, alors que nous, on joue rien, quoi. On est juste venus s'amuser. Et au final, bah, c'est toi qui gagne, enfin pas toi qui gagne, mais c'est toi qui gagne cette bataille du deadlift et qui repart avec le championnat, le record de France Open à 261 kg. Ouais, c'est ça. 261. Ouais. Et franchement, je suis très content parce que en dernière semaine, tu avais fait du coup à l'entraînement le record de France, 55,5 je crois. ouais, qui était vraiment Dur. ultra dur. Et au final, 261 qui se retrouve à être notre deuxième barre, qui passe vraiment très facile. RPE 6. Ouais, vraiment. Donc là, bah déjà, c'est cool parce que bon, il y a un petit peu des questions après sur la programmation, mais le fait d'enchaîner les compétitions comme ça nous montre un petit peu, ça nous donne des données sur l'entraînement, sur le taper, comment gérer. Et on a eu pas mal de données encore une fois grâce à cette compétition.
Ensuite, petite période de off pendant quelques mois, puisque du coup tu ne feras pas d'autres compétitions jusqu'au France Jeune. Donc on a 6 mois devant nous pour vraiment bosser. Et là on se retrouve un petit peu avec ta deuxième rivalité avec Adam au championnat de France. Encore une fois, un peu le même profil que l'Australien, parce que gros squat spécialiste. Ça joue à pas beaucoup à chaque fois. Ouais, à chaque fois c'est vraiment du 0,5. Et donc du coup, sur tes 3 rivalités, que ce soit avec Luke, avec Adam ou avec Justin, des très gros squats. tous des très très gros squats, et tu les as tous battus soit au poids de corps, soit à 0,5. Ouais. Parce qu'à chaque fois, tu as la chance d'être au-dessus du record au terre, et donc on peut se permettre d'ajuster. Et tes 3 rivalités, tu les as remportées à chaque fois, vraiment très très ric-rac. Du coup, France Junior, là, comment tu te sens? Parce que du coup, là, t'arrives pas comme l'année dernière, t'arrives en étant favori. J'étais bien en plus. Ouais, mais mentalement, je te parle, t'arrives en étant favori. Est-ce qu'il y a un peu plus de pression que l'année dernière? Franchement, non. Non? Ok. Non, ça va. Tu te sens pas mis en pression par Adam? En vrai de vrai, si, mais j'avais le terre, donc Oh, exactement. ça allait. Mais encore une fois, sur le match, on se rend compte qu'Adam est plus fort qu'on l'avait imaginé. Il fait 213 au squat, je crois. Je sais plus. 213, je crois. Il doit 213. faire 128 au bench à peu près. Et donc du coup, on se retrouve avec, encore une fois, 50 kg de retard au sub total. Donc du coup, la stratégie est d'ajuster l'opener pour passer devant lui à l'opener. Et là, c'est le drame, tu rates ton opener. Ouais, je bascule vers l'avant. Donc du coup, pour mettre un peu de contexte, c'était la nouvelle plateforme Maniac. Pour avoir discuté avec pas mal d'athlètes, c'est une plateforme très compliquée parce que déjà le tapis est très mou, donc quand on fait du terre, on s'enfonce un petit peu. Et en plus, c'est glissant en plus. Et en plus, ça rebondit un petit peu. Et là, en fait, sur son opener, donc du coup, on ouvre à 263, un truc comme ça. 262. Ouais, dans ces eaux-là, je me souviens plus exactement. Et là, opener est raté. Enfin, peut-être très facile, moi, mais je la fusille, mais ça repart en avant et là, l'opener est raté. Donc là, on se pose la question, est-ce qu'on remet la même chose? Est-ce qu'on prend le risque de monter pour toujours coller à Adam? Et donc du coup, on monte. Deuxième barre, du coup, à 271,5, qui encore une fois là n'est pas encore le record de France Open, parce qu'il a fait 272, Brian aux Europe, non? Je crois pas, 267, je crois qu'il a fait. Ah, 267, ok. Donc du coup, encore une fois, record de France Open. Et là, ça passe très facile. Donc là, on est vraiment soulagé. Je te vois aussi vraiment exploser parce que je pense que tu as beaucoup de hype là. Ouais, beaucoup de hype. Suite à l'opener raté, tu as eu beaucoup de pression, je pense. Et là, je me dis, ok, c'est bien, on est devant. Mais là, j'ai l'impression qu'il a mis toute son énergie. Ça va être compliqué d'aller chercher une 3e barre. Donc là, directement, je te calme un peu. Je te dis, oh, du calme, il en reste une. C'est pas encore fait, c'est pas encore terminé. Et du coup, sur cette compétition, on s'était dit, soit on joue le match, soit si on a l'opportunité de mettre un petit peu plus, on va chercher ce record du monde open. Parce que tu l'avais déjà fait à l'entraînement, juste avant la compétition. Et au final, Adam, le coach d'Adam, donc son coach qui est Samuel, et il y avait aussi Mehdi dans leur coin pour aider à gérer le match, fait un petit peu la même analyse que moi et se dit, Alan, il a tout mis sur la 2e barre, il n'y a pas de 3e barre, et donc en fait, il choisit de mettre juste 2,5 supplémentaires pour repasser. Et donc du coup, on se retrouve à devoir tirer 2,5 plus. Ouais, 2,5 plus, donc 273,5. Donc à 2 kg du record du monde open. C'est pas grave, mais on joue le match. Et ça passe. Ça passe. Et donc tu es champion de France. Tu ne prends pas le record de France, puisque du coup, Adam l'ayant fait avant toi, tu égalises juste le record de France. Et tu te retrouves une nouvelle fois qualifié au championnat du monde. Et voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta prépa monde jusque la compétition là, il y a 3 jours? C'était un peu compliqué au niveau du squat. Au niveau du squat, déjà parce qu'il y a eu changement de genouillère. On avait fait les France en genouillère rigide. Donc là, championnat du monde, équipe de France oblige, on repasse en SBD. Après, je m'étais fait mal à la main, au grip. Il y a eu quelques petites galères. Je m'en faisais pas pour le deadlift parce que le deadlift, franchement, en fait, peu importe la programmation, tu as juste à faire du deadlift et tu progresses. J'ai mis une petite story il y a 2 jours sur toutes tes compétitions. À chaque fois, en moyenne, tu prends plus 10, plus 15 au deadlift. Alors que le squat, là, vraiment grosse interrogation. C'était très compliqué. Des gros problèmes de tension à la suite des changements de genouillère.
Le bench qui explose. Ouais, le bench du coup en passant sur le bench Elekomu, parce que du coup on savait qu'au championnat du monde c'était le bench Elekomu, tu décides de faire tes entraînements dessus et là ça explose. 130. Tu fais 130 à l'entraînement et là je me dis wow, 130. Et donc voilà, on est sur un squat vraiment moyen, un bench très bien et bon bah un deadlift qui se passe bien hein, comme d'habitude. Et du coup, grosse surprise le jour de la compétition, on se retrouve avec un squat très en forme. Ouais, très en forme. Ouais, on avait vu sur un plan de match, moi je voyais à peu près 2 semaines avant, je me suis concentré sur ma tension au squat, les mondes, du coup, et là ça allait beaucoup mieux. Ouais, bah carrément. Mais quand même, ton dernier squat de picking, tu me fais 172. Bien, mais moyen. Je me dis, bon, si on fait 175, c'est bien. Ouais. Et au final, le jour J, 175 passe vraiment avec de la marque. Il y avait 180. 180. Donc, bon, un peu d'un côté très content parce qu'on a retrouvé une dynamique au squat, mais un peu déçu parce que il y a un match avec un Américain et on a l'impression d'avoir un peu laissé des kilos sur la table. Ça fait augmenter le terre. Et voilà, ça fait augmenter le terre et on se retrouve avec du coup un gros deadlift. Voilà, donc ça c'était un petit peu la rétrospective de ta carrière, ta jeune carrière de force athlétique. On en parlera un petit peu après parce qu'on a des questions un petit peu précises à propos de ça, mais là quels sont les prochains objectifs du coup? Les prochains objectifs c'est les France Open en décembre, Marseille. Ouais. Et là c'est d'aller chercher peut-être un petit podium si je peux. Ok. Et aller chercher aussi la mythique 300, voilà. 300 sous les terres. Voilà, 300 sub-junior, ça serait Ouais, bien. c'est bon. Après, voilà, l'objectif, ça reste quand même le match. Ouais. Si on a l'opportunité d'aller essayer 300, on le fera. Si par contre on doit rester un petit peu en dessous pour gérer le match, on restera un petit peu en Si c'est dessous. 297 pour la 3e place, on tire 297. Voilà, exactement. Ouais. Voilà, et puis ensuite 2026, 2026, du coup les France jeunes. avec cette fois-ci montée en junior. Donc là, junior. c'est plus la même chose. Donc en fait ça dépend de mes concurrents. Si un concurrent monte en KT, si Valentin il fait un très bon match au France Open et qu'il est envoyé en championnat Open du coup, les mondes Open, peut-être je serai envoyé, je sais pas. Ok, donc voilà, là les objectifs monter en junior, donc forcément un gros gap, hein, parce que du coup là Valentin il a fait 6,22 au monde. Ouais. Donc voilà, il y a 35 kilos à combler, donc c'est quand même un gros gap, mais voilà, on n'a pas peur du travail, on va prendre le temps qu'il faudra, et puis si c'est pas la première année, ce sera la deuxième, et puis si c'est pas la deuxième, ce sera la troisième, etc. Ah aussi chercher les 600 au France Open du coup. Si possible, Ouais. puisque du coup là tu as fait 586, donc Ouais. en vrai 600 ça serait... C'est atteignable de fou. Exact. Et ce serait, là, tu as déjà fait, je crois, le 4e meilleur total. Et ça resterait le 4e meilleur total, puisque Brian a fait 602, il me semble, aux Europes. Valentin a fait 622. Et Antoine Garcia, je me rappelle plus, mais au-dessus. Il a fait 603, je crois, Valentin, non? En France, mais là, il a fait 622 Ok, ouais. au monde. Voilà. Bon, ensuite, je voulais que tu nous parles un petit peu de ton home gym. Le home gym que j'ai construit pendant mon picking quasiment. Ouais, c'est. Vas-y, explique-nous. Donc en fait, j'habite loin de la salle où j'habite, à peu près à 1 heure, 2 heures. Et je suis pas permiché, donc c'est compliqué. Mais par contre, je sais faire les travaux et je me suis un peu renseigné sur le matériel, etc. Du coup, en fait, on a fait comme une petite extension. Non, dis pas petite, une très grande extension. Une très grande extension de ma maison qui s'est transformée en home gym. Et du coup, là, j'ai tout pour m'entraîner, une plateforme, des poids qui vont jusqu'à 380 kg, un combo rack ER. Du coup, j'ai tout de meilleur pour m'entraîner. Ouais, et donc du coup, ce qui est cool, c'est qu'il a tout fait de lui-même. Des murs, de la dalle, du toit. Tout. Et le truc est énorme. Tu m'as dit combien? 30 mètres carrés? Ouais, 30 mètres carrés du coup. 30 mètres carrés, donc vraiment énorme. Et là, t'es vraiment au max. Là, je suis vraiment au max. On va passer du coup, donc on a eu pas mal de questions. On ne pourra pas répondre à tout malheureusement parce qu'on en a eu beaucoup. J'en ai sélectionné un peu plus d'une dizaine. Et donc du coup, voilà, les gens sont assez friands que tu leur donnes des réponses. Alors du coup, on en a déjà un petit peu parlé. Question de Mathieu, quels sont les prochains objectifs?
et jusqu'où tu te vois monter en catégorie. Moins de 66, moins de 74. Donc bon, pour les prochains objectifs, on va sauter parce qu'on vient d'y répondre. Mais jusqu'où tu te vois monter en catégorie? Ma catégorie définitive, Bon, déjà, déjà remplir la 59. déjà voilà, remplir la catégorie 59. Puisque là, en mangeant 3 fois avant ta pesée, tu as été pesé à 58. Donc il y a encore beaucoup de marge. Tu as au moins 2 kilos à prendre avant de bien remplir. Donc voilà, petit spoil, l'année prochaine, tu seras encore en 59. Ouais. Au minimum pour l'année prochaine. Mais je pense que je ferai mes meilleurs comptes en 66, parce qu'en 74, je serai en master là. En 74. Ouais, franchement, déjà, pour peut-être t'as mis, là, t'es monté en 59 il y a un an, t'as pris 3 kilos en un an. Donc, alors que tu te forces vraiment à manger. Donc bon, 66 oui, 74, ça me paraît un petit peu compliqué, mais évidemment, la porte n'est pas fermée. Voilà. Ensuite, on aura une question de Quentin, alors qui nous dit: salut Alan, déjà félicitations. Alors, il y a plein de gens qui nous ont dit pas de questions, juste félicitations. Donc, merci beaucoup à tous. Si tu peux les remercier. Merci beaucoup. Et du coup, il nous disait comment tu gères ta vie de lycéen et tes entraînements. Voilà. Du coup, c'est un peu compliqué parce que j'habite à Bordeaux et on va dire de mon appartement à mon lycée et à mon entraînement, c'est complètement super loin. C'est vraiment super loin. Il y a environ 1 heure de trajet entre chaque destination. Donc, je passe à peu près entre 5 et 6 heures dans les transports. Par jour? Par jour. C'est juste énorme. Et donc du coup, tu rentabilises les transports, tu fais quoi? Tu fais tes devoirs, tu dors? Je fais mes devoirs et je dors. C'est tout. Okay. Et du coup, si on devrait faire un petit récap d'une journée à moi, ça serait genre 8h, 18h au lycée, 19, 20h jusqu'à 22h à la salle. Je rentre chez moi, il est 23, minuit. Après, je recycle et je refais la journée. Voilà. Et donc du coup, tu dors dans les transports, tu fais des siestes dans les transports. C'est compliqué. Et du coup, tu fais quoi au lycée? Au lycée, j'ai fait un CAP dans la plomberie. Et là, je suis actuellement en bac pro, je passe en terminale cette année. Et peut-être plus tard, faire un BTS. Voilà. Ok. Et donc du coup, comme tu es en lycée pro, tu as des stages. C'est ça. Et est-ce que tu sens que c'est fatigant, plus fatigant que le lycée, par exemple, quand tu arrives sur tes entraînements, quand tu es en stage? Oui et non, parce que au stage, j'ai pas de devoirs, donc... en fait, c'est plus fatigant, mais d'un point de vue horaire, c'est plus condensé. Il y a moins de pression. Okay. Alors qu'au travail, il n'y a pas de devoirs, etc. Mais par contre, physiquement, ça envoie beaucoup. Hein. Ouais. Surtout que je suis stagiaire, donc... on t'envoie un petit peu au charbon. Au charbon. En plus, voilà, j'imagine que les gens ils doivent savoir que tu es fort, et donc, du coup ils en profitent. Le cumul sur l'épaule. Ensuite, il y a une question de Lamine qui m'a fait rire. Il m'a posé une question au DM. Il m'a dit j'arrive pas à expliquer comment il est aussi fort. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Et du coup, je lui ai dit pose-lui la question. D'où est-ce que tu penses que ta force vient? Je sais pas. Depuis, je suis super. Je suis élastique en fait. Et du coup, en fait, ce qui est curieux, c'est que tu n'as pas particulièrement de passé sportif. Tu n'as pas fait de sport dans ta jeunesse. Je pense qu'une de tes grandes forces, ça reste quand même ta capacité à ultra optimiser tes leviers, que ce soit sur ton deadlift, mais aussi sur ton bench. Parce que du coup, de par tes longs bras, tu n'es pas avantagé mécaniquement sur le bench, mais tu as quand même un excellent pontage. Bon. J'ai tout petit, bien comme il faut, on va dire. Ouais, voilà. Tout est optimisé, mais il reste quand même une production de force vraiment exceptionnelle. Ensuite, on a une question de Lucas qui nous dit combien penses-tu deadlift en sub-junior et en junior? En sub-junior et en junior? Du coup, là pour la fin de l'année en sub-junior. En sub-junior, j'aimerais entre... Là pour au France Open, là tu nous l'as dit, ton objectif c'est 300? Entre 287 et 300. Ok, donc plus que cette compétition. Ouais, plus. Déjà okay. Plus. Et en junior, combien tu te vois faire au deadlift? Bon, c'est une question, c'est vraiment du divertissement. C'est juste. C'est une question qui est basée sur rien du tout. On va juste répondre pour le divertissement. Combien tu te vois deadlift? Du coup, je suis en 66, si je vais dire 337,5. 337,5. Ouais, je pense. Donc, du coup, actuellement, là, le record en 66, il est de combien? Ah non, c'est 3,18 par un asiatique. Oui, canadien. Canadien, ouais. Ok, ça. 318. 318. Donc, on espère qu'il y aura un nouveau record du monde Open en moins de 66.
Bon voilà, encore une fois, je le répète, on répond comme ça pour rigoler. Il n'y a pas de sérieux dans ce qu'on dit, puisque évidemment, on ne peut pas avoir de vision sur ce qui va se passer dans 5 ans. Voilà. Ensuite, on a eu une question, bon j'ai regroupé puisque j'ai eu 2 fois la même question de la part de Noé et de Kevan. Donc cette question, elle est plus destinée à moi cette fois-ci. Comment est-ce que j'organise la programmation d'Alan avant une grosse échéance? Alors du coup, comme on le disait, tu as fait 6 compétitions. Bon, tu en as fait 7, mais il y en a une qui ne comptait pas. Voilà, c'est une compétition que tu as fait sans prépa, en plein déload, juste pour le kiff. Donc tu as fait 6 compétitions. 8, je crois. Il y a aussi la foire d'expo. Ouais, mais c'est pas une compétition, ça. Juste t'es allé à la Ford Expo et t'as fait du deadlift, quoi. C'est pas une compétition. Donc on disait 6 compétitions et en fait ça a été à chaque fois 6 grosses compétitions parce que t'as eu ta première qualif, ensuite t'as eu 3 France et 2 mondes. Donc ça a été à chaque fois des grosses compétitions. Et le truc qui est bien, c'est que quand on coach un athlète, des fois on a des grosses périodes sans compétition. Le truc qui est bien, c'est qu'avec toi, c'est que on est tout le temps en prépa de compétition. Depuis le début que je te coach jusqu'à là, on a tout le temps été en prépa parce qu'on a tout le temps eu une échéance arrivée. Et donc, on a eu beaucoup d'opportunités de peaufiner un petit peu. Et aujourd'hui, on l'a encore vu, ça c'est bien vérifié, on arrive à trouver le pic de forme et vraiment être en forme le jour J. Alors globalement, vas-y, raconte-nous ton squat par exemple. Qu'est-ce que tu fais là sur ton dernier bloc? Sur le dernier bloc. Du coup, déjà 2 squats par semaine. Ouais, j'ai que 2 squats par semaine et j'ai fait un. C'était un x3 Sur ton jour secondaire, du coup, tu as un straight set en x3. Ouais. Et sur ton jour principal, on affine. Voilà, quand on commence la préparation, on prend environ 3 blocs. On commence avec un triplet, on passe sur un bloc de doublé et ensuite on passe sur une single. Pas de variation, on reste sur des squats classiques. Tu n'as pas de variation de toute façon dans ta programmation, hormis un petit bench tempo juste avant ton bench principal, mais sinon que ce soit au squat ou au deadlift, tu n'as pas de variation. Donc voilà, donc ça c'est pour le squat. Ensuite au niveau du bench, tu benches 4 fois par semaine. Ouais, cette fois-ci, c'est un peu un truc que tu as voulu ajouter un petit peu dans la programmation, des dips. Finalement, on a vu qu'il y avait quand même un bon transfert, puisque du coup, c'est ça qui a fait exploser un peu. Je pense que ça a fait partie entre guillemets de la progression au bench, puisque c'est la préparation où tu as eu le meilleur niveau au bench. Voilà. Et au niveau du deadlift, alors ça, je sais que ça surprend à chaque fois, de par ses leviers, de par son niveau, il pourrait avoir une grosse fréquence, un gros volume, mais c'est pas du tout le cas. Tu fais 2 deadlifts et tu as entre 6 et 8 séries de deadlift par semaine en fonction des blocs. Donc ce qui est vraiment dérisoire pour quelqu'un d'à la fois de ton niveau et ta capacité à encaisser du deadlift. Mais en fait, c'est volontaire, puisque déjà, ça permet de pas trop fatiguer pour quand même gratter un petit peu au squat, parce qu'au squat, on a beaucoup de kilos à gratter. Mais surtout, on progresse comme ça. Et on voit bien que tu as un niveau absolument incroyable, puisque tu as eu la chance de tirer sur le record du monde open. Tu progresses comme ça. Et donc du coup, pour le moment, moi personnellement, je vois pas l'intérêt de chercher à augmenter. Alors peut-être que tu progresserais un petit peu plus à court terme, mais sur le long terme, arrive un moment où en fait, c'est tout le temps cette question-là. Tu as des cartes à jouer, et si tu les joues toutes maintenant, quand tu vas arriver sur un palier, tu seras bloqué. Et donc là, je pense que tu serais totalement capable d'encaisser 3 ou 4 fréquences de deadlift jusqu'à 20 séries, si évidemment on y va progressivement, mais c'est pas du tout le but. Et donc ça, je sais que ça surprend. J'avais déjà fait un podcast l'année dernière avec Alexis, juste après ton premier titre de champion du monde, et justement, quand j'avais expliqué que tu faisais que 6 à 8 séries de deadlift par semaine, il y a eu les gens pensaient que tu en faisais un petit peu plus. Voilà. Donc, comme je le disais, beaucoup de prépa, et aujourd'hui, j'arrive à savoir à peu près le niveau que tu vas pouvoir afficher le jour J, et on arrive à bien gérer le taper pour que tu arrives vraiment en forme le jour J. Ensuite, on a une question que je trouve assez intéressante d'un point de vue mental, qui est la question de Noah, qui nous demande « Ayant été très dominant en sub-junior, appréhendes-tu le passage en junior ou en open ?» Franchement, non. Non ? Non, franchement. Pour toi, ça représente quoi? Un jeu, un défi? Un jeu. Un jeu? Voilà, vraiment un jeu. Et encore une fois, c'est la recette de la performance. Hein. Quand l'entraînement est gamifié comme tu le fais, en fait, pour toi, c'est pas du tout une corvée d'aller à l'entraînement. Ouais, non. Voilà, tu kiffes ça, la compétition, pareil, tu kiffes ça. Donc voilà, on a les recettes gagnantes, hein, forcément.
Bon, bah voilà, pas de pression. Un jeu, ça va représenter quand même un défi, je pense, évidemment, parce que bah, tu as fait 6 compétitions, tu n'as jamais perdu une compétition, en fait. Tu as toujours soit gagné. Bon, les France Open, tu es arrivé 4e ou 5e 5e 5e. Mais je considère que c'est une réussite parce que l'objectif, c'était le record Open Notaire et ça a été fait. Donc en fait, tu as tout le temps gagné tes compétitions. Est-ce que là, par exemple, tu arrives aux France Junior l'année prochaine, tu fais 2e ou 3e, tu seras déçu ou pas? Non. Bon, je pense que ça dépend pas forcément de la place, mais ça dépend de la compétition, tu vois. Ça dépend si t'es déçu, si tu fais 3e en faisant 615 de total. Ouais, non, là je suis vraiment content, hein, si je fais 615. Évidemment. Par contre, si t'es 2e en faisant, enfin, même si je fais 550, là je suis. Ouais, voilà, évidemment. Ensuite, on a une question qui nous demande combien tu mesures. Je fais 1m64. 1m64, voilà. Ok. Ça fait longtemps que tu fais cette taille ou tu vois? Non, j'ai gagné 2 cm cette année. Ah ouais? Ouais, je faisais 1m62 et ça faisait longtemps que je m'étais pas mesuré et là maintenant je fais 1m64. Ok. Bon, ensuite on a aussi une question intéressante de Maxime qui nous disait que lors d'un précédent podcast, j'avais évoqué que à cause du stress, tu avais tout le temps des crampes. Déjà, alors comment ça se manifeste? Quand il a des gros entraînements, il n'y a pas de problème, ça se passe bien. Par contre, en compétition, même sur des barres déjà faites à l'entraînement, des crampes. Barre à vide. Ouais, barre à vide, vraiment des crampes vraiment énormes. Alors au début, quand il était en 53, on pensait que c'était un petit peu dû au cut, puisque du coup, tu devais faire un protocole pour être au poids. Mais là, depuis que tu es en 59, il n'y a pas de protocole, puisque tu pèses 58 à l'année. Donc bon, il n'y a pas de protocole. Et donc du coup, on en a déduit que les crampes venaient du stress. Est-ce que là, au monde, tu as eu des crampes? Non. Mais au bench, à mon échauffement, dès que je suis passé sous la barre à vide, je me suis juste allongé sur le bench et. T'as eu des crampes? Et là j'ai crampé comme Et tu m'as aussi dit qu'au deadlift, t'avais dû un petit peu écourter ton warm-up parce que. J'ai fait 0 mobilité, je passais quasiment directement sur 70. Donc, en gamme. Donc quand même crampes, mais j'ai l'impression que ça a quand même été mieux géré que les précédentes compétitions. Je me souviens au championnat de France, je devais te masser entre chaque série. Je prenais des shots de sel. Ouais, mais vraiment, même entre les warm-up, etc., je devais le masser, les mollets, parce que c'est l'endroit où tu crampes. Ouais, l'endroit où je crampe le plus. Et donc du coup, j'ai l'impression que ça a été quand même un petit peu mieux géré sur cette prépa. Et je pense que ça a été mieux géré parce qu'il y a eu moins de stress sur la prépa, plus d'expérience. Comme je te le disais, on en parlait pendant la prépa. Tu me disais que forcément, c'est un championnat du monde, tu avais un peu de stress. En fait, je t'ai fait comprendre que tu étais l'un des plus expérimentés en sub-junior parce que c'était ta 2e compétition en sub-junior. Et donc, forcément, quand tu fais déjà un 2e championnat du monde en sub-junior, vu que c'est une catégorie où on ne reste pas longtemps, tu es déjà le plus expérimenté du plateau. Je t'ai fait comprendre qu'en fait, il fallait que tu te positionnes en vainqueur et pas en second. Et je pense que le fait d'aborder la compétition plus sereinement, j'ai l'impression que ça t'a quand même bien. Mentalement, tu as mieux géré la compétition, il y a eu un peu moins de stress et il y a eu un peu moins de crampes. Après, il y a un autre truc que je veux dire. Là, on est parti en équipe de France, c'est-à-dire qu'on était tous ensemble. Ouais. Et du coup, il y avait beaucoup moins de stress. Je suis d'accord avec toi. Tout le monde n'était pas stressé. Parce que du coup, pour mettre dans le contexte, d'habitude, des déplacements, les compétitions internationales sont dans l'hôtel officiel. Donc, c'est-à-dire que par exemple, l'année dernière à Malte, tu avais ta chambre d'hôtel et tu étais tout seul. Tout seul dedans, voilà. On était en train de réfléchir et tout. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il arrive 48 heures avant la compétition. Et en fait, pendant 48 heures, il est tout seul. Moi, j'étais arrivé la veille. Donc, le dernier jour, on était ensemble. Mais le premier jour où tu es arrivé, tu étais tout seul et en fait tu as tout le temps de cogiter, forcément tu penses à ta compétition. Et là, cette année, vous étiez dans un gîte, tous ensemble, tu étais dans la même chambre que Valentin. Donc forcément, on est moins seul, on a moins le temps de cogiter, de penser. On n'a pas le temps de penser à la compétition, qu'on profite ensemble. Et c'est vrai que ça, je pense que ça a bien aidé. Voilà, donc pour moi, il y a encore du progrès à faire de ce côté-là. On va encore chercher à bosser, mais de toute façon, avec l'expérience, je pense que c'est amené à diminuer, quoi. Ensuite, on a une question d'encore Maxime, mais c'est pas le même, c'est un autre Maxime, qui nous dit est-ce que pendant tes entraînements, tu as des douleurs ou des gènes qui seraient expliquées parce que, par exemple, tu es trop fort sur un mouvement par rapport à ta masse musculaire ou ton poids de corps. Parce que, quand on fait 59 kg, on n'est pas censé deadlift plus de 280. Ouais, franchement,
Au cervical, ça commence à venir un peu, à venir, à partir. Ouais. Franchement, moi je le dis d'un point de vue de coach pour avoir de l'expérience avec d'autres athlètes, de ce côté-là, tu as de la chance. Voilà. Bon, déjà, tu fais en sorte de bien récupérer, tu es très mobile, donc ça forcément ça aide parce que tu n'as pas de restriction de mobilité. Je le disais aussi en parlant un peu de programmation, bah, en fait d'un point de vue volume, pour l'instant il progresse avec un volume qui est vraiment très très bas, donc on n'a pas besoin de se pousser haut en volume, et donc forcément il n'y a pas énormément de douleur. Et en fait, voilà, là sur l'année en cours, tu as eu des petites tensions au niveau des cervicales. Après, les tensions cervicales, je pense pas dû au sport, je pense que c'est à cause du travail. C'est vrai que effectivement, ça joue. Dans le camion, on est penché comme ça. Ouais, c'est vrai, là, ça fait forcément. Et tu as eu une petite tension au niveau du dos qui a duré quoi, une semaine. Ouais, c'est ça. Donc franchement, on peut dire que non, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de gêne. Et encore une fois, ça aussi, c'est aussi un aspect génétique qui fait que bah, quand tu n'as pas de douleur, tu peux t'entraîner correctement. Quand tu t'entraînes correctement pendant longtemps, bah, forcément tu progresses et tu es moins limité que quelqu'un qui va être limité par des douleurs. Donc voilà. Ensuite, alors c'est drôle parce que j'ai pas fait exprès de les mettre comme ça, mais c'est encore une question d'un Maxime. Mais on y a déjà répondu un petit peu. As-tu une haute fréquence sur les deadlifts grâce à ta morphologie? Alors, comme je l'ai dit, il pourrait avoir une haute fréquence. Il serait capable d'encaisser beaucoup de séries de deadlifts parce que bah, déjà, de par sa mécanique, c'est moins contraignant que quelqu'un qui va faire un gros deadlift tradi. Ouais, je vais faire 7 reps d'affilée. Voilà. Y a pas de souci. Et surtout, il n'y a pas d'amplitude, quoi. Donc, en fait, c'est pas contraignant. Et le fait d'avoir un petit peu moins d'amplitude, ça me fait aussi rebondir sur un sujet parce que du coup, sur tes deadlifts secondaires, tu as beaucoup de hauts range rep. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire beaucoup de x5, de x6, de x7. Ouais. Et en fait, bah, il faut comprendre que vu qu'il a vraiment 10-15 cm d'amplitude, bah, en fait, quand toi tu fais une répétition, lui sur la même amplitude, il peut en faire 5. Et c'est pour ça que aussi, je lui mets des hauts formats de répétition pour qu'il ait suffisamment de stress pour pouvoir progresser. Parce qu'en fait, si je lui mets des séries courtes, bah, au final, ça n'a pas de sens de raisonner comme ça, mais au final, si tu fais un 4x2 sur ton deadlift, bah, au final, à la fin de la séance, tu as fait 1 mètre de deadlift. Quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai 22 cm d'amplitude. Ah, t'as déjà mesuré? Ouais, t'as mesuré comment? Avec un VBT? Ouais, c'est ça. Ok, 22 cm. Bon, ça serait intéressant de comparer, je sais pas, à peu près sur un tradi normal. Tout à l'heure, je fais un tradi. Ouais, mais t'as quand même une morpho qui sera cheatée par rapport à un tradi, mais par rapport à quelqu'un qui fait un deadlift normal, je pense qu'on est plus aux alentours des 50-60. Donc tu vois, quand une personne normale, entre guillemets, fait un deadlift, fait une répétition, bah toi tu peux en faire 3 sur la même distance. Et ensuite, c'est la dernière question que j'ai sélectionnée, une question d'Eric que je trouvais là aussi importante. Est-ce que tu reçois des critiques sur l'optimisation de ton mouvement? Est-ce qu'on te dit c'est du sumo, ça compte pas? Tout le temps, même génétique, ouais, tout le temps des critiques, sumo, hater, tout ça. Là. Moi j'ai l'impression, puisque ça commence à devenir. En fait, j'ai l'impression que quand tu avais 2,30, 2,40, les gens ils disaient c'est du sumo, ça compte pas. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, tu es devenu tellement fort qu'il y en a moins et qu'en fait, les gens ils se disent ok, c'est du sumo, mais ça reste impressionnant. Mais en 59, même en faisant du sumo sous les 286, c'est énorme. Bah oui, évidemment. Donc, ouais, moi c'est ce que je dirais. Il y en avait pas mal au début. Et là, j'ai l'impression que de moins en moins, il y en a, puisque bah, les gens ils se rendent compte que. Oui, c'est du sumo. Ok, le sumo c'est facile. Bah vas-y frérot, fais-le, on te regarde. Genre. Et ouais, donc j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Voilà. On a fait un peu le tour des questions. J'en avais sélectionné un peu plus d'une dizaine. Bon, bah on va mettre fin à cet épisode qui était un petit peu, un petit question-réponse pour répondre à tes fans. Du coup, merci beaucoup d'avoir écouté le Power Grain Podcast. C'était un plaisir de recevoir Alan dans cette. On est encore au Costa Rica, hein. Ouais. On tourne encore le podcast au Costa Rica. Tu rentres demain, c'est ça? Non, après-demain. Tu m'as pas dit que tu rentrais lundi? Enfin, tu prends l'avion demain soir et t'es en France mardi. Ouais, c'est ça. Ok, donc ouais, tu pars demain. Quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, je serai encore là jusqu'à vendredi parce que jeudi soir, il y a le match d'Emilie, que d'ailleurs je recevrai en podcast demain. Donc ce sera le 3e épisode. Voilà. Donc c'est un plaisir de t'avoir reçu Stop. sur ce podcast.
Du coup, n'hésitez pas à nous faire un retour sur le podcast. Voilà, s'il y a des choses à affiner. Forcément, vu que c'est le début, on a toujours des petites choses à affiner. Et puis, si cet épisode vous a plu, pensez à le partager. Donc, ce sera publié sur YouTube, sur Spotify. N'hésitez pas à le partager, à nous mettre une note, à vous abonner. Et puis voilà, donc je vous dis à bientôt pour le 3e épisode du podcast qui sera avec Émilie.